Je n'ai pas reçu d'invitation au mariage de mon frère, alors, je suis parti en voyage. Désolé, ma chérie, cet événement est réservé aux personnes les plus proches, a dit ma mère. Mais, quand le mariage a été annulé à cause d'une dette, toute la famille s'est mise à me supplier. Il était pourtant trop tard. Avez-vous déjà eu l'impression que votre propre famille a construit une vie, et qu'elle vous en a tenu à l'écart, délibérément? C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je m'appelle Jenny, et le jour où j'ai appris que je n'étais pas invité au mariage de mon frère parce que c'est juste pour la famille, ma chérie, fut le jour où j'ai compris avec quelle facilité il m'avait effacé. Que s'est-il passé ensuite? Disons simplement que le fils prodigue de la famille n'est jamais arrivé jusqu'à l'autel. Ce n'est pas parce que j'ai fait quoi que ce soit, mais plutôt, parce que j'ai finalement choisi de ne rien faire. Restez avec moi, car ce n'est pas seulement l'histoire d'une exclusion, c'est une histoire sur le pouvoir de dire non, surtout quand ils ne vous appellent que pour éponger les dégâts qu'ils ont causés. Revenons maintenant là où tout a commencé. On sait toujours quand un appel téléphonique va tout changer. C'est dans le silence, juste avant que votre mère ne parle, c'est dans la froideur, derrière ces mots. Le mien est arrivé par un jeudi matin humide, à Brooklyn, au moment même où je boutonnais mon manteau pour aller travailler. Jenny, a-t-elle dit, d'une voix cassante et froide. Tu n'es pas invité au mariage de Marc. C'est juste pour la famille, ma chérie. Juste pour la famille. Je vous jure que j'en ai oublié comment respirer. Je suis resté planté là, le téléphone pressé contre l'oreille, à fixer le ficus poussiéreux sur le rebord de ma fenêtre. Cela n'avait aucun sens. J'étais de la famille. J'étais la seule sœur de Marc. Mais ce mot, ce simple mot, venait de m'éjecter du cadre. Quoi, ai-je fini par bafouiller? Tu es en train de dire que je ne suis pas. C'est compliqué, a-t-elle coupé. Nous avons décidé de rester dans l'intimité. Comme une équipe. Comme si j'étais une étrangère. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a vibré, une notification de groupe. C'était Marc, mon grand frère, l'enfant chéri. Son message tenait à peine en une phrase, « Salut tout le monde, je confirme juste que la liste des invités est très serrée. Pas d'extra. J'espère que vous comprenez. J'ai hâte de fêter ça. Pas d'extra. » Un poids s'est installé dans mon estomac. Mon nom ne figurait même pas dans ce message. Pas un seul mot direct, juste un décret public stipulant que je n'étais pas à ma place. Et d'un coup, mon monde s'est rétréci. La voix de ma mère s'est estompée. Les murs de mon minuscule appartement ont semblé se refermer sur moi. Je me suis laissé tomber sur le bord de mon lit, le vieux couvre-pied grinçant sous mon poids, les yeux rivés sur l'écran. Il n'avait même pas honte. Pas de dispute, pas d'excuses, juste un licenciement silencieux. Le pire dans tout ça? C'est que je m'y attendais presque. Voyez-vous, j'avais toujours été la discrète, celle à qui l'on pense en dernier. Marc avait les acclamations, les toasts, l'attention. Moi, j'avais les regards en coin et le silence. Quand il gagnait des prix, nous organisions des dîners. Quand j'ai été promu l'année dernière, ma mère a oublié de m'appeler. Et maintenant, on m'effaçait du plus beau jour de sa vie. Il préparait un mariage sans moi. Une célébration dans cette grande maison coloniale du New Jersey, avec des guirlandes lumineuses sur le porche et du vin coulant à flot. Je pouvais presque entendre le tintement des verres et le jazz suave s'échapper des enceintes. Chaque cousin, chaque voisin, et même le chien serait là. Tout le monde, sauf moi. Je suis resté assise jusqu'à ce que mon café soit froid. Mon cœur battait dans mes oreilles, plus fort que le grondement du métro. Ce n'était pas vraiment à propos du mariage, non. C'était à propos de toute une vie passée au second plan ou plutôt, au dernier. Alors, j'ai fait ce que toute femme rationnelle ferait quand sa famille l'évince sans ménagement, je me suis mise en colère. Je me suis tue. Et j'ai commencé à planifier. Pas une vengeance, pas encore, mais une mise à distance. Vous est-il déjà arrivé de vous faire dire que vous n'étiez pas à votre place par les gens qui vous ont élevé? Dites-le moi en commentaire, car ce que j'ai fait ensuite, a été la première étape pour enfin me choisir, moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hurlé dans mon oreiller, et je n'ai appelé personne pour chercher du réconfort. Je n'ai même pas relu le message du groupe, ni repassé en boucle la voix de ma mère. Je suis simplement resté assise sur mon canapé, dans le noir,
à regarder les phares des voitures défiler devant ma fenêtre, comme les fantômes de vie que je n'avais jamais vécus. Puis, vers 3 heures du matin, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai tapé « vol de dernière minute au départ de New York ». Je ne savais même pas où j'allais. Je savais juste qu'il fallait que je parte. Pas pour toujours, pas de manière mélodramatique, mais juste pour un temps. Juste assez longtemps pour me rappeler ce que cela faisait d'être moi-même, loin de l'ombre d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment vu. Portland. Le mot a jailli comme un murmure. Brumeuse, verte, imprévisible. Un endroit si différent de ma vie à Brooklyn, de ses sirènes, de ses trottoirs jonchés de cigarettes et de ses souvenirs familiaux qui s'accrochaient à chaque coin de rue. Je n'étais jamais allé dans le Nord-Ouest Pacifique, mais l'idée me semblait assez lointaine. J'ai réservé un vol pour midi. Quand le soleil s'est enfin levé, sa lumière pâle a filtré à travers les stores, se répandant sur ma valise à moitié pleine. J'y ai jeté des jeans, des chaussures de randonnée, quelques pulls, et l'écharpe que Lucille m'avait offerte il y a 2 Noëls. Lucille était la seule personne de ma famille qui m'avait toujours vu tel que j'étais, et elle nous avait quittés 2 ans plus tôt. Elle m'aurait dit de partir. Elle m'aurait préparé des pancakes en disant « Jenny, ma chérie, parfois, la meilleure des vengeances est de devenir impossible à ignorer. » Le trajet en taxi vers l'aéroport s'est fait en silence. Je fixais la vitre, tandis que le chauffeur fredonnait un air pop inconnu. À JFK, la foule bourdonnait autour de moi, entre passeports, café Starbucks, cartes d'embarquement et adieux déchirants. Moi, je n'avais personne pour me saluer. Personne ne savait même que je partais, et je n'ai prévenu personne. Je crois qu'une partie de moi voulait disparaître discrètement, de la même manière qu'il m'avait effacé. 6 heures plus tard, j'ai débarqué dans l'air bruneux de Portland, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Cette ville ne me connaissait pas. Ces arbres ne m'en voulaient pas. Les inconnus ne me regardaient pas avec cette sympathie pincée que j'avais fini par détester. Ici, je n'étais la déception de personne. Je n'étais pas la fille difficile. J'étais juste Jenny. Je me suis installé dans une petite auberge à l'extérieur de la ville, une ancienne maison d'artisans nichée derrière une librairie et un café qui sentait la cannelle et les vieilles histoires. Ma chambre avait un plafond en pente, un parquet qui grinçait, et une fenêtre embuée qui donnait sur une rue bordée d'arbres tordus. Cette première nuit, je n'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai respiré. Et c'était déjà beaucoup. Le lendemain matin, j'ai marché. J'ai erré sans but sur les trottoirs mouillés, découvrant des fresques cachées dans les ruelles, passant devant des chariots de café et des bancs couverts de mousse. Je me suis arrêté pour prendre un thé dans un endroit où personne ne me parlait de marque. Personne ne me regardait comme s'ils allaient dire « c'est juste pour la famille, ma chérie ». C'était la première fois, depuis des années, que je n'avais pas à me préparer aux attentes des autres. J'ai repensé à toutes ces fois où je m'étais plié pour entrer dans le moule des autres. J'ai aidé Marc pour ses rédactions à la fac parce qu'il était le meilleur avec les chiffres. J'ai organisé l'anniversaire de maman, pendant qu'elle s'extasiait sur Marc parce qu'il n'avait pas oublié le champagne. J'ai annulé mes propres vacances pour assister à sa remise de diplôme en droit. J'avais été l'échafaudage des moments de gloire de tout le monde. Mais maintenant, j'étais parti, et personne ne s'en apercevait. J'ai passé la soirée recroquevillé dans la salle commune de l'auberge, à lire un vieux livre de poche en sirotant un cidre chaud. À côté de moi, un couple jouait aux échecs. Une fille en imperméable griffonnait dans un carnet. J'étais invisible, mais de la meilleure façon possible, j'étais libre. Je n'ai pas consulté mon téléphone. Pas une seule fois. Les crises qui pouvaient couver à la maison attendraient bien. Qu'ils se demandent où j'étais. Qu'ils ressentent, pour une fois, ce vide que j'avais porté sur chaque photo de famille, là où on me disait « souris plus fort, Jenny », ou « laisse Marc se mettre au milieu ». Peut-être que je n'étais plus au milieu, mais c'était peut-être exactement là ma place, hors du cadre, pour faire de l'espace à quelque chose de nouveau. Quelque chose qui, cette fois, m'appartiendrait. Au 3e jour de mon voyage, j'ai recommencé à surveiller la discussion de groupe. Non pas parce qu'il me manquait, ni parce que je voulais être incluse, mais parce que, parfois, quand on a été exclu, il y a un certain pouvoir à les regarder s'agiter de l'extérieur. Le groupe s'appelait Gombaz, un nom que j'avais choisi des années plus tôt, quand je croyais encore que nous ne faisions qu'un. Il était resté silencieux pendant des semaines, mais là, il vibrait d'émojis et de photos. Marc a posté un selfie avec Serena, sa fiancée,
une coupe de champagne à la main devant la cheminée de mes parents. Le dernier acompte pour la salle est versé, écrivait-il. Le grand jour approche. Les réponses ont fusé. Maman a envoyé une pluie de cœurs. Papa a mis un pouce levé, suivi d'une blague maladroite sur le fait qu'il accompagnerait Serena à l'hôtel si Marc se dégonflait. Serena a ajouté un autocollant de compte à rebours. Mais, sous les paillettes et les cadeaux, il y avait un rythme nerveux que je n'avais jamais vu. Les messages de maman étaient bizarres. Pas le ton, mais la fréquence. Elle postait trop souvent, envoyait des messages à la suite, se corrigeait avec anxiété. Un message a attiré mon attention, une photo floue d'une table de cuisine couverte de reçus, de carnets et de ce qui ressemblait à une calculatrice. Soirée budget, on y est presque, écrivait-elle. Personne n'a répondu. Je me suis adossé au lit de mon auberge, mon thé refroidissant à côté de moi. Quelque chose ne tournait pas rond. Le lendemain, il y a eu un autre post, de papa cette fois. Une photo de Marc riant sur la terrasse avec Serena, un verre de vin à la main. La légende disait que la fête commence. Mais c'est l'arrière-plan qui a capté mon regard. Derrière eux, à travers la porte-fenêtre ouverte, il y avait un tableau blanc posé sur une chaise. En zoomant, je pouvais distinguer des gribouillis de chiffres, des montants barrés, et le mot échéance. Mes doigts ont hésité au-dessus du clavier. J'aurais pu répondre, demander de quelle échéance il s'agissait, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste observé. Marc a envoyé un autre message 2 heures plus tard, avec une photo de son essayage de smoking. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, la famille? Seuls Serena et un cousin ont répondu. Maman n'a pas dit un mot. C'est là que j'ai compris que tout était en train de s'effondrer, et que cette fois, je n'étais pas là pour recoudre les morceaux. Je suis parti marcher pour me vider l'esprit, laissant la bruine de Portland tremper mes manches. Il y avait quelque chose dans cette brume qui ressemblait à la mémoire, douce, collante, difficile à chasser. Je me suis perdu dans une librairie, au rayon poésie, feuilletant des vers sur l'abandon, le pardon, et les noms écrits dans le sable. Je ne sais pas pourquoi, mais cette nuit-là, j'ai rêvé de la maison de mon enfance. J'ai revu la cuisine, le vieux carrelage que je frottais autrefois pendant que maman me criait dessus parce qu'il restait des traces. J'ai vu le front ridé de papa derrière ses lunettes, son stylo tapant contre des factures impayées. J'ai vu Marc, à 10 ans, félicité pour avoir réparé la télécommande alors que je me tenais à l'écart, les piles qu'il avait oubliées à la main. Dans mon rêve, ils me regardaient tous, puis se détournaient. À mon réveil, j'avais une notification. Ce n'était pas un message, mais une photo. Une photo de groupe dans le salon de mes parents. Marc, Serena, maman, papa, et quelques cousins trinquant avec du champagne bon marché. La légende, plus que 3 semaines avant le grand jour. Tout le monde avait l'air tendu. Leur sourire ne montait pas jusqu'aux yeux. Serena se détournait légèrement de Marc. Maman serrait son verre trop fort. Papa avait la mâchoire contractée, comme s'il venait de recevoir une mauvaise nouvelle mais qu'il prétendait le contraire. J'ai zoomé encore. Sur le mur, derrière eux, il y avait un calendrier. Le vendredi était entouré de rouge, et en dessous, écrit de l'écriture cursive précise de ma mère, échéance près. J'ai fixé ce mot pendant un long moment. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, mais j'avais le pressentiment que mon absence n'était plus seulement gênante, elle devenait un problème. Et s'ils comptaient sur moi pour venir arranger les choses, ils allaient devoir attendre très longtemps. L'air de Portland a une façon de se glisser sous votre peau. Au 5e jour, j'avais parcouru tellement de sentiers forestiers que j'avais arrêté de compter mes pas. Mes bottes étaient couvertes de boue. Mes joues brûlaient sous le vent. Mais ma poitrine, elle, semblait plus légère. Comme si chaque inspiration pelait une couche de plus de mon amertume. Je me suis retrouvé sur un sentier côtier qui épousait le bord d'une falaise. Des rochers couverts de mousse, des mouettes tournoyant au-dessus de moi, et les vagues s'écrasant en bas dans un langage ancien. Je ne pensais pas au mariage, ni au message resté sans réponse, ni au silence de ma mère. Je marchais, tout simplement. C'est alors que j'ai entendu son rire. Il était vif et libre, ricochant contre les parois comme une chanson qui se moque d'être entendue. Je me suis retourné et j'ai vu une femme, environ mon âge, agenouillée dans l'herbe humide. Elle photographiait des fleurs sauvages perçant à travers la mousse. Elle portait un bonnet moutarde sur ses cheveux bouclés et des gants dépareillés.
Elle a remarqué que je la regardais et m'a souri. Elle fleurit tard cette année, dit-elle en se relevant. J'oublie toujours à quel point la vie peut être têtue. J'ai esquissé un sourire poli, prête à continuer ma route, mais elle a penché la tête. Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas? J'ai hésité. Brooklyn? Elle a pointé mes bottes éraflées. Je me disais aussi. Tu as le regard de quelqu'un qui essaie de distancer quelque chose par la marche. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri. C'est si évident que ça? Elle a haussé les épaules. Seulement pour quelqu'un qui a fait la même chose. C'est ainsi que j'ai rencontré Clara. Clara, fleuriste et poétesse à ses heures, qui parlait comme si elle lisait dans votre cœur avant même que vous n'ouvriez la bouche. Elle n'a posé aucune question à laquelle je ne voulais pas répondre. Elle n'a pas fouillé dans la douleur cachée sous mon silence. Elle a juste marché avec moi un moment, me montrant les cuvettes de marée et m'expliquant le nom des oiseaux locaux. À la fin du sentier, elle s'est arrêtée. Il y a un dîner ce soir. Rien de chic. Juste quelques marginaux qui cuisinent trop et parlent trop fort. Tu devrais venir. J'ai cligné des yeux. Moi. Oui, toi. Apporte du vin si tu veux, ou rien du tout. Ta présence suffit. Je n'avais été invité à rien depuis je ne savais même plus combien de temps. Pendant un instant, j'ai failli dire non. La voix dans ma tête, la voix de ma mère a murmuré, n'impose pas ta présence. Tu vas créer un malaise. Tu n'es pas à ta place. Mais une autre voix, la mienne, a murmuré plus fort, dis oui, juste pour cette fois. Clara a griffonné son adresse sur une serviette en papier et me l'a tendue comme un secret. Le soir même, je me tenais devant sa maison, un bungalow bleu délavé avec une boîte aux lettres de travers et des carillons éoliens qui chantaient comme un rire de cristal. J'ai failli faire demi-tour. Puis la porte s'est ouverte et Clara m'a fait signe d'entrer, comme si nous étions de vieilles amies. À l'intérieur, la maison rayonnait. Des chaises dépareillées, de la vapeur s'échappant des casseroles de pâtes, des gens qui criaient par-dessus la musique et riaient la bouche pleine. Pas de jugement, pas de calcul, personne pour me demander si j'avais confirmé ma présence ou si j'avais apporté le bon cadeau. Juste la vie, brute, bruyante et réelle. Clara m'a présenté comme génie de la côte, qui marche comme si elle s'effilochait tout en restant debout. J'aurais dû être embarrassé. Au lieu de cela, j'ai ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Quelqu'un m'a tendu une assiette. Quelqu'un d'autre m'a versé un verre de vin rouge. Je me suis assise entre une femme nommée Mo, qui fabriquait son propre savon, et un gars, Devon, qui enseignait la guitare à des enfants placés. Ils ne m'ont pas interrogé sur ma famille, ils m'ont demandé ce qui me rendait heureuse, quel genre de ciel me manquait, quel plat je cuisinerais si je ne pouvais en faire qu'un seul pour le reste de ma vie. Je n'avais pas eu une telle conversation depuis des années. Entre le pain à l'ail et le dernier verre de vin, j'ai senti quelque chose basculer. Je me suis senti vu. Pas comme la fille trop effacée, pas comme la sœur qui ne brillait pas autant que Marc, pas comme le fantôme de l'album de famille. Juste génie. Au moment de partir, Clara m'a serré dans ses bras comme si nous nous connaissions depuis toujours. Tu es de bonne compagnie, a-t-elle chuchoté. Tu ne dois d'explication à personne pour le simple fait d'exister, tu sais. Je suis rentré chez moi, ces mots résonnant encore dans ma poitrine. Personne ne m'avait jamais dit ça, jamais. Et alors que je me glissais dans mon lit, mon téléphone toujours débranché, j'ai réalisé qu'il existait un monde entier en dehors du cercle auquel j'avais passé ma vie à essayer d'appartenir. Et peut-être, juste peut-être, que je n'avais plus besoin de leur place à table, parce que j'étais en train de construire la mienne. Je n'ai pas touché à mon téléphone pendant 3 jours entiers. Pas une seule fois. Au lieu de cela, je l'ai laissé au fond de mon sac, silencieux, tandis que je vivais comme quelqu'un qui n'est plus lié par l'obligation. Clara m'a emmené à une lecture de poésie. J'ai aidé Mo à fabriquer du savon dans son garage lavant des zestes de citron. J'ai même veillé tard un soir pour noter la recette d'un ragoût de lentilles que je voulais essayer, le genre de plat dont on se serait moqué chez moi, en le trouvant trop bizarre ou trop rustique. Pour une fois, personne ne mesurait ma valeur à mon utilité. Mais, au matin du 4e jour, la curiosité a fini par l'emporter. J'ai rallumé mon téléphone en sirotant un café dans un établissement baigné de soleil, m'attendant à trouver quelques messages. À la place, ce fut un déluge. 14 appels manqués, 10 messages vocaux, des dizaines de textes de ma mère, de mon père,
et même de Marc. Le ton était confus, comme s'ils ne s'étaient pas mis d'accord sur la façon de me parler. Jenny, ma chérie, je prends des nouvelles. J'espère que tu es en sécurité. De maman. 3 heures plus tard, je sais que tu es occupée, mais nous devons vraiment parler. Réponds, s'il te plaît. Puis, Jenny, ce n'est pas drôle. Nous avons besoin de ton aide. Le message de Marc était moins subtil, tu peux te comporter en adulte pour une fois et nous rappeler? C'est sérieux. Et puis, celui qui m'a noué l'estomac, la salle exige le paiement final d'ici vendredi, sinon ils annulent. Si tu ne veux pas nous aider, pense au moins à l'impact que cela aura sur Serena. Serena, la mariée parfaite, la nouvelle préférée. Je l'imaginais en train de pleurer dans la chambre d'amis, maman lui massant le dos, papa soupirant de manière dramatique sur le manque de fiabilité de Jenny. La culpabilité était là, bien sûr, elle avait été plantée profondément en moi, des années plus tôt, comme une graine. Mais un autre sentiment, plus fort, a surgi, un calme étrange, presque grisant. Parce que je n'avais rien fait. Rien de cruel, rien de bruyant. Je n'avais pas claqué la porte, je n'avais pas fait de scène, je n'étais pas allé sur Facebook pour étaler nos drames familiaux. J'avais simplement disparu. Et en mon absence, tout était en train de s'écrouler. Ce soir-là, j'ai écouté les messages vocaux. Pas tous, juste assez pour saisir le schéma. La voix de maman passait du miel à la scie dans quelques secondes. Jenny, nous essayons juste de régler les choses. Ce n'est pas juste que tu disparaisses comme ça. Nous t'avons toujours soutenu quand tu cherchais ta voie après la fac, quand tu as changé de boulot. Rappelle-toi, c'est juste une signature. Tu as le meilleur crédit de la famille. La banque a déjà bloqué le dossier sans toi. Alors, c'était ça. Voilà de quoi ils retournaient. Ils avaient besoin que je sois caution. Ce contrat invisible et tacite qui vient avec le rôle de l'enfant fiable. Celle qui ne demande jamais d'aide. Celle qui est censée sauver la mise, même quand on ne l'a pas invitée à la fête. Le dernier message était de papa. Sa voix était basse, chargée de frustration. Je sais que tu es contrarié par cette histoire de mariage, mais c'est ta famille, Jenny. Nous avons besoin de toi. Marc a besoin de toi. Tu es la seule à avoir un dossier de crédit propre. On te revaudra ça. Mais là, tout de suite, on a besoin de cette signature. J'ai fixé la fenêtre du café pendant un long moment. La pluie s'était remise à tomber, frappant doucement contre la vitre. J'imaginais ma mère à la table de la salle à manger, calculatrice en main, marmonnant sur mon ingratitude. Mon père faisant les 100 pas, répétant on va trouver une solution sans rien faire. Marc feuilletant des catalogues de cadeaux pour ses témoins, persuadé que tout s'arrangerait par miracle. Ils comptaient tous sur mon silence, sur cette partie de moi qui voulait encore se sentir nécessaire. Mais il y a une chose qu'ils ont oubliée, le besoin ne fonctionne que si la porte s'ouvre dans les deux sens. Si vous n'êtes jamais invité, vous n'avez aucune obligation. S'ils vous effacent, ils ne peuvent pas s'attendre à ce que vous les réinscriviez dans le décor. J'ai bu mon café lentement et j'ai supprimé chaque message vocal, un par un. Je n'ai pas répondu au texte. Je n'ai pas rappelé. À la place, j'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à lister les endroits de l'Oregon que je n'avais pas encore vus. Parce que, pendant qu'ils s'escrimaient à faire des additions, j'étais enfin en train de me soustraire de l'équation. Et laissez-moi vous dire que ce genre de mathématiques ressemblait fort à la liberté. Ils n'ont pas arrêté d'appeler. Au contraire, leur désespoir s'est multiplié. Chaque matin, mon téléphone s'illuminait bien avant le lever du soleil. Des messages vocaux de maman, empreints d'un faux calme. Des messages de papa qui commençaient par Jenny, écoute et finissaient toujours par une frustration à peine voilée. Même Marc, qui ignorait mon anniversaire la plupart des années, était soudain devenu le frère le plus attentionné du monde, semant des SMS comme des petits cailloux pour tenter de m'appâter. Je sais qu'on a eu des problèmes, mais ce mariage est important. On est une famille. Ça compte encore, non? C'est juste une signature. Tu surréagis. Mais voici la vérité sur le silence, une fois que vous l'habitez pleinement, il devient votre propre armure. Je n'ai pas répondu une seule fois. Et d'après ce que je pouvais glaner sur la discussion de groupe toujours active, toujours vibrante d'une gaieté forcée, les choses commençaient à se fissurer. Serena postait moins. Les autocollants de compte à rebours avaient disparu.
Les messages de maman étaient plus brefs. Puis, il y eut le vrai signe que tout basculait, une photo de papa assis à la table de la salle à manger, entouré de factures, ses lunettes de lecture sur le bout du nez, paraissant 10 ans de plus que d'habitude. On y arrive, un centime après l'autre, avait écrit maman en légende. Mais la blague n'a pas pris. Pas de j'aime, pas de réponse, pas même un emoji de sympathie. Clara a remarqué que j'étais plus silencieuse que d'habitude et m'a demandé si j'allais bien. Nous étions assises devant un food truck. Je regarde juste un incendie, de très loin, ai-je dit, à moitié sérieuse. On dirait que tu vivais dans le brasier, avant, a-t-elle répondu. Oui, ai-je admis. Je crois que c'était le cas. Clara n'a pas insisté. Elle ne le faisait jamais. Mais cette nuit-là, dans ma petite chambre au-dessus du café, j'ai fait défiler le groupe familial à nouveau. Non pas parce qu'il me manquait, mais parce que j'avais besoin de savoir jusqu'où il tomberait avant d'arrêter de prétendre qu'il n'avait pas besoin de moi. C'était pire que ce que je pensais. Un message de maman à Marc a retenu mon attention et il n'était pas destiné au groupe, mais avait été posté publiquement par erreur. Si elle ne rappelle pas aujourd'hui, nous devrons dire à la salle que nous ne pouvons pas payer. Ton père a déjà atteint le plafond de toutes les cartes. Je t'avais dit que c'était trop. Marc a répondu instantanément, mais d'un seul mot, gérer. Plus rien après ça. C'était comme regarder l'effondrement d'un décor de théâtre depuis les coulisses. Cette nuit-là, ils ont essayé de m'appeler à nouveau, cette fois de suite. J'ai éteint mon téléphone, je les ai laissés face au silence, je les ai laissés s'asseoir dans le chaos qu'ils avaient bâti, brique, par pur égoïsme. Je n'étais pas cruel. Je n'étais pas mesquine. J'avais juste fini. Fini d'être la solution de secours fiable. Fini d'être la colonne vertébrale invisible. Fini d'être invité uniquement quand cela les arrangeait, et jeté dès que je n'étais plus utile. Et vous savez quoi? J'ai dormi comme une souche. Le lendemain matin, je n'ai pas cherché de nouvelles. J'ai préparé des pancakes à la banane avec Clara et Maud dans leur cuisine commune, en riant d'une spatule cassée et de tartines brûlées. Et quand Clara a proposé de nous emmener tous à Cannon Beach pour la journée, je n'ai pas hésité. Pendant que ma mère était probablement en attente au téléphone avec la banque, pendant que Marc s'agitait et paniquait, pendant que Serena essayait une robe qu'elle ne porterait peut-être jamais, je me tenais sur un rivage venteux, enveloppé dans une veste empruntée. Les orteils enfoncés dans le sable froid. Sans téléphone, sans culpabilité, sans obligation. Juste le murmure rythmé de la marée, comme une promesse. Voilà à quoi ressemble la paix, quand on arrête enfin de la mendier. Le ciel était gris à nouveau. À Portland, cela rimait avec confort plutôt qu'avec tristesse, comme si le monde lui-même comprenait le besoin de se taire, de se replier sur soi pour se reposer. J'étais seul dans un petit café, sirotant un chai au lait d'avoine et écoutant la pluie tambouriner doucement contre les vitres. Puis, pour la première fois en 2 jours, j'ai rallumé mon téléphone. Il a vibré violemment dans ma main, comme s'il avait lui aussi retenu son souffle. 14 appels manqués, 10 nouveaux messages vocaux, un écran rempli de textes. Le nom qui apparaissait le plus, maman. Le second, Marc. Pas un seul de Serena. J'ai commencé par les messages, juste pour tâter la température de la tempête. Jenny, je t'en prie, appelle-moi. Je ne sais pas ce que tu essaies de prouver. C'est sérieux. La banque a encore dit non. Ils appellent ça un risque financier incomplet. Nous avons besoin de toi. C'est le mariage de ton frère, pour l'amour de Dieu. Tu vas vraiment laisser tout s'effondrer après tout ce qu'on a fait pour toi? Je me suis arrêté sur cette phrase. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Elle a résonné comme une gifle. Je ne pouvais m'empêcher de penser à chaque trajet nocturne à l'aéroport que j'avais fait pour eux. À chaque anniversaire qu'ils avaient oublié. À chaque voyage de famille où on me tendait l'appareil photo au lieu de m'inviter sur la photo. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi reposait sur une histoire qu'ils avaient écrite, et que je n'acceptais plus. Les messages vocaux étaient encore plus frénétiques. La voix de maman tremblait dans le premier, « Jenny, c'est ta mère. J'ai besoin d'entendre ta voix. La salle dit qu'ils veulent le paiement intégral d'ici vendredi, sinon la date est perdue. Et nous avons déjà envoyé les invitations. Les parents de Serena posent des questions. Ton père ne est bien, il ne gère pas bien la situation. Rappelle-moi, s'il te plaît. Dans un autre,
Elle ne s'encombrait plus de politesse, tu as fait ton effet. Tu es en colère, nous comprenons. Mais tes petites vacances sont finies. Il est temps de redevenir un membre de cette famille. Nous avons besoin de cette signature. J'ai coupé l'écoute au milieu. Dans sa voix, j'entendais quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la culpabilité, ni du regret. Encore moins des excuses. C'était de la panique. Une panique pure, montante, irréversible. Non pas parce que je leur manquais, mais parce qu'ils perdaient le contrôle. Ils réalisaient enfin que je n'allais pas les sauver, cette fois. J'ai ouvert un message vide, j'ai tapé « J'ai vu vos messages », puis j'ai tout effacé. Je n'allais pas adoucir le silence avec des demi-réponses ou des refus polis. Je n'allais pas m'expliquer devant des gens qui ne s'étaient jamais souciés du pourquoi de mes choix, mais seulement de leur propre confort. J'ai pris une lente inspiration et j'ai regardé par la fenêtre. Dehors, la ville ne se pressait pas. Des gens marchaient sous des parapluies. Des chiens en imperméable trottaient à leur côté. La vie continuait. Ma vie continuait. Et je n'avais plus besoin de ticket d'entrée. Plus tard, de retour à l'auberge, j'ai fait la seule chose qui me semblait juste, j'ai supprimé les notifications de messages vocaux. J'ai archivé la discussion familiale. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger, et je l'ai glissé, face contre table, dans le tiroir de la table de chevet. Puis, j'ai fait autre chose, j'ai pris un stylo et j'ai commencé à écrire. Pas un SMS, pas une lettre, juste une liste intitulée « Choses que je n'accepte plus ». En haut de la liste, l'amour conditionnel déguisé en tradition. La manipulation vendue comme un devoir familial. Être le contact d'urgence de gens qui ne se souviennent même pas de mon anniversaire. Je me suis endormi le stylo à la main. Personne ne m'avait jamais appris à quoi ressemblait le respect de soi, mais j'étais en train d'apprendre. C'était calme, c'était ferme, et j'avais enfin l'impression de rentrer chez moi. J'ai appris que le mariage était annulé de la même manière que j'avais appris mon exclusion, par le groupe familial. Pas d'appel, pas de voix, juste des éclats numériques. Tout a commencé avec la mère de Serena. Elle ne faisait même pas partie du groupe, mais quelqu'un avait fait une capture d'écran de son post Facebook et l'avait balancé là, sans commentaire. Pour ceux qui s'interrogent sur le mariage de Marc et Serena, il a été reporté indéfiniment. Nous apprécions votre compréhension durant cette période difficile. Merci de bien vouloir adresser vos questions directement au couple. Reporter indéfiniment une expression feutrée qui résonnait comme un verre à vin fêlé. Il n'éclate pas bruyamment, mais on sait qu'il est désormais inutile. Le groupe a explosé. Le cousin Tyler a demandé si c'était une blague. La tante Marie a exigé des explications. Personne n'a répondu. Puis, comme une horloge, Marc a posté « Désolé tout le monde. La salle nous a lâchés au dernier moment. On fera le point bientôt. Merci pour votre soutien. » C'était tout. Pas d'excuses, pas d'aveu, juste un vague haussement d'épaules, comme si l'événement le plus élaboré de l'année ne venait pas de s'évaporer en une nuit. Mais je n'étais pas dupe. Je suis allé sur l'Instagram de Serena pour confirmer. Tout avait disparu. Chaque post, chaque photo, chaque légende avec des cœurs et des hashtags, tout avait été effacé, comme si rien n'avait jamais existé. Son profil était vide. Le coup de grâce est venu de ma cousine Amber, qui m'a envoyé un message direct, une première depuis des semaines. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ta mère pleurait sur le porche quand nous sommes arrivés. Des types de la salle de réception sont venus aussi. C'était moche. Je pouvais l'imaginer. Maman debout dans ses perles et son pantalon bien repassé, essayant de prétendre qu'elle n'avait pas tout misé sur un fantasme. Papa derrière elle, blâmant sans doute la météo ou un bug bancaire. Marc furieux parce que quelqu'un lui avait enfin dit non. Et Serena? Elle avait été assez intelligente pour s'en aller. Ce que je n'avais pas prévu, ce que j'aurais dû prévoir, c'était la vitesse à laquelle le blâme a changé de cible. Ce soir-là, mon voyant de messagerie a clignoté à nouveau. J'ai écouté le message pendant mon dîner, juste pour voir jusqu'où ils iraient. La voix de maman était de la glace enveloppée dans du velours. Eh bien, j'espère que tu es contente que tout se soit effondré. La famille de Serena est humiliée. Marc est dévasté. C'est de ta faute, génie. Tout ce que tu avais à faire, c'était de répondre. Une signature, un appel. Mais non, il a fallu que tu fasses tes preuves.
J'espère que ça en valait la peine. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas supplié. Elle a rendu son verdict. C'était surréaliste, car la seule chose que j'avais faite, c'était rien. Je n'avais pas détruit le mariage. Je n'avais pas menti au prestataire, je n'avais pas fait de promesses intenables. Je n'avais pas dépensé trop d'argent, ni contracté de prêt avec un crédit chancelant. Je n'avais pas construit un rêve sur des suppositions et un sentiment de supériorité. J'avais simplement refusé d'accourir quand il claquait des doigts. Et cela avait suffi à tout brûler. Ce message aurait dû m'écraser. La culpabilité aurait dû m'envahir, mais ce ne fut pas le cas. Parce qu'au fond de moi, je savais qu'ils n'avaient jamais prévu de mariage avec moi, mais seulement autour de moi. Et quand leur château de cartes s'est effondré, ils ont cherché la seule pièce qu'ils avaient toujours compté tenir, moi. Mais je n'étais plus là. Désormais, leur silence n'était plus méprisant ou suffisant, il était vide. Je suis sorti sur le minuscule balcon de ma chambre, enroulé dans une couverture, laissant la pluie caresser ma peau. En bas, la rue bourdonnait doucement. La vraie vie, sans mise en scène, honnête. Je ne me sentais pas victorieuse. Je ne me sentais pas cruelle. Je me sentais juste libérée. J'avais fini d'essayer de gagner une place à une table qui n'avait jamais été dressée pour moi. Ils avaient choisi de m'exclure, et j'avais choisi de rester absente. Désormais, le silence était mien, et je n'allais pas le leur rendre. Le message vocal est arrivé à 2h13 du matin. Je ne l'ai vu que le lendemain. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, formant des rubans d'or pâle. J'étais emmitouflé dans des draps de lin doux, la tête encore pleine des rires de la veille. C'était spontané et une autre des réunions impulsives de Clara. Un dîner dont on ne laissera pas la pluie gagner et qui s'était transformé en une session de musique improvisée sur le toit. Mo avait apporté des bougies. Devon avait pris sa guitare. J'avais apporté une tarte à moitié brûlée, mais personne ne s'en est plaint. C'était de la joie. Une joie simple, imparfaite, le genre de soirée dont ma famille se serait moquée, la trouvant en brouillonne boue bohème. Le genre de soirée que je n'avais jamais vécu avec eux. Alors, quand j'ai vu la notification, le nom de ma mère en gras, j'ai hésité pendant une minute entière, le pouce au-dessus du bouton de lecture. Pas par peur, mais parce que je n'avais pas besoin d'écouter. Je savais ce qu'elle dirait. Quelque chose de tremblant et de distant. Quelque chose teinté de culpabilité, mais pas de remords. Quelque chose destiné à transformer mon silence en cruauté, et mon absence en trahison. Pourtant, j'ai appuyé sur lecture. Génie. La voix de ma mère était douce, épuisée. Je ne sais pas si tu écouteras ce message. Je voulais juste que tu saches que nous sommes rentrés. Le mariage est annulé. Serena a déménagé ses affaires hier soir. Marc ne nous a pas adressé la parole de la journée. Un silence. Je pouvais entendre sa respiration, le froissement d'un tissu, comme si elle s'était détournée du téléphone. Ton père fait semblant d'aller bien. Tu sais comment il est. Et Marc il rejette la faute sur tout le monde, mais surtout sur toi. Et je suppose que je fais de même. Même si je sais que ce n'est pas juste. Je sais que nous n'avons pas bien géré les choses. Nouveau silence. Plus long. C'est dur, génie, de voir tout s'effondrer sans savoir comment réparer. Je n'arrête pas de me dire que si tu avais été là, les choses se seraient peut-être passées différemment. J'ai attendu les excuses qui ne sont jamais venues. Si tu reçois ce message, sache que nous pensons à toi. Je ne m'attends pas à ce que tu appelles. Je ne suis même pas sûr que tu le devrais. Mais voilà, c'est tout. Clic. Pas de « je suis désolé ». Aucune prise de responsabilité, aucune vérité, juste une tristesse étrange et flasque, comme un ballon qu'on lâche trop tard, trop fatigué pour s'élever. Je n'ai pas pleuré. À la place, j'ai regardé ma chambre. Mon carnet de croquis était ouvert sur la table de chevet. Ma tasse de la veille était à moitié vide, une trace de rouge à lèvres sur le bord. Mes bottes étaient près de la porte, couvertes de poussière de sentier. C'était ma vie, désormais. Pas un détour, pas une fuite, mais un commencement. L'après-midi même, Clara m'a envoyé un message, il fait beau. On fait un feu de camp sur les falaises. Apporte un truc chaud et quelqu'un de bizarre. J'ai souri et répondu, j'arrive. J'ai pris des cupcakes au café d'en bas.
Rien de chic, juste du sucre et un peu de désordre, comme toutes les meilleures choses de la vie. Nous nous sommes assis sous un ciel de nuages cotonneux, devant les flammes crépitantes. Devons jouer un air lent. Mo récitait un poème d'amour pour son chat. Quelqu'un avait apporté un Polaroid et prenait des photos floues. Personne n'y prêtait attention. À un moment, Clara s'est tournée vers moi, un verre dans une main, un chamallow dans l'autre. « Et, Jenny ?» a-t-elle dit. « Oui. » Elle a souri. « On est vraiment content que tu sois là. » Ces mots m'ont touché plus que n'importe quel message vocal, parce qu'ils n'essayaient pas de me réparer, de me culpabiliser ou de m'extorquer quoi que ce soit. Ils étaient juste heureux de ma présence. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, je suis rentré seul sous les étoiles brumeuses. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis senti entière. Pas à cause du devoir, pas à cause de la douleur, mais grâce au choix. Le message de ma mère s'est dissipé de mes pensées comme le brouillard sur la mer. Je n'avais plus besoin de le porter, car je n'étais plus leur béquille. J'étais mon propre soutien. Une semaine a passé. Pas de nouveaux messages, pas d'excuses de dernière minute, pas de révélation familiale soudaine, juste le calme. Au début, je m'attendais à ce que ce soit un vide, mais au contraire, c'était un calme mérité. Je suis resté à Portland plus longtemps que prévu. Assez longtemps pour que le barista du coin connaisse mon prénom. Assez longtemps pour que Clara me vole ma veste plus d'une fois. Assez longtemps pour arrêter de compter les jours depuis l'implosion du mariage. La douleur de l'exclusion s'était adoucie pour devenir autre chose, quelque chose de plus propre, une cicatrice, et non plus une plaie. Un matin, j'ai reçu un message de la compagnie aérienne concernant un avoir non utilisé. Brooklyn. Le mot est tombé avec un poids sourd. La vérité, c'est que je ne voulais pas rentrer. Pas encore. Peut-être jamais. En tout cas, pas de la façon dont il l'attendait. C'est alors que j'ai ouvert la discussion de groupe pour la première fois en 2 semaines. Elle était toujours là, figée dans l'ambre numérique. Le dernier message venait de la cousine de Serena, demandant si elle devait annuler sa réservation d'hôtel. Personne n'avait répondu. J'ai tapé lentement, « Marc, j'espère que tu vas bien. J'ai appris pour tout ce qui s'est passé. Je te souhaite de la paix et de la clarté pour la suite. » C'était tout. Poli, distant, définitif. Puis, j'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai réservé un billet. Pas pour rentrer, mais pour l'Islande. Un endroit que j'avais toujours rêvé de voir, mais que je n'avais jamais osé réserver. Trop loin, trop cher, trop indulgent. Un voyage que j'aurais cru devoir faire avec quelqu'un d'autre, mais plus maintenant. J'ai choisi février, le froid, le silence, la saison des aurores boréales. Cela semblait juste. Symbolique, peut-être, mais réel. Un voyage d'adieu non pas à une personne, mais à une version de moi-même qui avait accepté de s'effacer en silence. Qui avait attendu une reconnaissance qui ne venait jamais. Qui avait donné, encore et encore, pour mendier un regard en retour. J'ai laissé un mot sur la table de chevet de l'auberge de Portland avant de partir, un merci, un souvenir, la trace de quelqu'un qui apprend à recommencer. Pour ma dernière soirée, Clara a organisé un repas partagé. Rien de spécial, des chaises pliantes, une enceinte empruntée, un pain de lentilles douteux, mais la chaleur de cette pièce aurait pu faire fondre des glaciers. On a trinqué au vin bon marché au nouveau départ, et aux vieilles blessures laissées derrière nous. Clara m'a serré fort dans ses bras à la porte. « Tu sais, dit-elle, quand je t'ai croisé sur ce sentier, je me suis dit, elle porte une sacrée tempête en elle. » J'ai ri. « Tu n'avais pas tort. Mais tu as tenu bon, a-t-elle ajouté. Tu as laissé la pluie tomber, et puis, tu as construit quelque chose de mieux. Je suis encore en train de le construire, ai-je dit doucement. C'est bien, a-t-elle murmuré. Continue. De retour dans ma chambre, j'ai fait mes bagages lentement. Mon téléphone a vibré, une notification Instagram. Marc avait posté une photo. Pas de légende, juste lui, seul sur une plage, regardant l'horizon. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas commenté. Je ne ressentais pas d'amertume, juste de la distance, comme si nous vivions sur des cartes différentes. Avant de me coucher, j'ai allumé une petite bougie laissée dans mon panier de départ. L'odeur était de cèdre et de sauge propre, apaisante.
Je suis resté à la fenêtre à regarder la pluie de Portland se perdre dans le brouillard. Demain, je monterai dans un avion, seul. Pas pour fuir, pas pour m'échapper, mais pour m'épanouir. Parce que, parfois, les plus belles histoires commencent après que la porte se soit refermée. Et la mienne ne faisait que commencer. C'était une nuit pluvieuse à Brooklyn, de celle où les caniveaux débordent et où les pneus des taxis glissent longuement sur la chaussée. J'étais revenu seulement pour récupérer quelques affaires et vider l'appartement avant de le sous-louer officiellement. Mon vol pour l'Islande était dans 36 heures. Je n'avais pas l'intention de dire à qui que ce soit que j'étais en ville. C'est, bien sûr, à ce moment-là qu'ils sont arrivés. Il était presque 21 heures, je pliais du linge quand l'interphone a sonné 3 fois, coup sur coup. Je me suis figé. Personne ne sonnait comme ça. Un nœud s'est formé dans mon ventre avant même que je ne traverse la pièce. J'ai décroché. Allô ? Silence d'abord, puis une voix familière. Trop prudente, trop composée. Jenny, c'est maman. Derrière elle, j'entendais du mouvement, d'autres voix. S'il te plaît, laisse-nous monter. On veut juste discuter. Ma main est restée suspendue au-dessus du bouton d'ouverture. Je n'ai pas appuyé. À la place, je suis allé à la fenêtre. 3 étages plus bas, serrés sous un parapluie noir dégoulinant, se tenaient mes parents et Marc. Tous les 3 paraissaient plus vieux que dans mes souvenirs. Fatigués, usés. Marc semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Le manteau de mon père paraissait trop grand pour lui. Ma mère portait des talons qu'elle arborait autrefois avec assurance, désormais trempés et s'enfonçant dans le trottoir. Je n'ai pas bougé. L'interphone a sonné encore, et encore. Finalement, j'ai soupiré, je suis allé vers l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton. Je ne voulais pas faire ça dans le couloir. S'ils montaient, ils me verraient selon mes propres termes. Quand ils ont frappé à ma porte, je ne me suis pas précipité. J'ai ouvert lentement. 3 visages stupéfaits m'ont accueilli. Aucun d'eux n'a parlé pendant un long moment. Marc a été le premier à essayer, Jenny. Mais j'ai levé la main. Ne dis rien, ai-je dit doucement. Dites juste ce que vous avez à dire. Ma mère s'est avancée, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Nous avons fait des erreurs, a-t-elle commencé. De graves erreurs. Je pensais faire ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. Tu avais toujours l'air si forte. Mon père s'est raclé la gorge. On pensait que tu n'avais pas besoin de nous, que tu allais bien. Je n'ai rien dit. Marc m'a regardé, les yeux rougis. J'ai tout gâché. Je le sais. Le mariage, Serena tout. Tout s'est effondré, et je t'ai blâmé. Mais la vérité, c'est que je comptais sur toi pour tout réparer, comme toujours. C'était enfin là. L'honnêteté. Trop tardive, mais réelle. Nous sommes venus te demander pardon, a ajouté ma mère, et te demander enfin, si tu accepterais encore de nous aider. La maison, la dette c'est pire que ce que nous avons avoué. Et ton crédit. J'ai levé la main à nouveau. Ils se sont tus. Je me suis reculé de l'entrée. Pendant une fraction de seconde, leurs visages se sont éclairés d'un espoir. Mais j'ai attrapé la valise posée à côté de moi. Elle était déjà prête, déjà fermée. Je l'ai tirée derrière moi et je suis sorti dans le couloir. Puis, sans un mot, j'ai doucement refermé la porte derrière moi. Marc a cligné des yeux. Attends, où est-ce que tu vas ? L'ascenseur a tinté au bout du couloir. J'ai marché vers lui, d'un pas régulier, le cœur calme. Ma mère a crié derrière moi, Jenny, s'il te plaît, ne t'en vas pas comme ça. Je ne me suis pas retourné. J'ai appuyé sur le bouton. Les portes ont glissé dans un léger bruissement, et je suis entré. Ils n'ont pas suivi. Ils sont restés là, tous les 3, encore trempés par la pluie, portant tout ce qu'ils avaient refusé de voir jusqu'à présent. Les portes ont commencé à se fermer. Et, juste avant qu'elles ne le fassent, j'ai croisé le regard de ma mère une dernière fois. Je n'ai pas souri, je n'ai pas pleuré, mais j'ai hoché la tête, un geste petit, mais ferme, qui disait tout ce que j'avais besoin de dire, je vous ai entendu. Je vous vois. Mais je ne reviendrai pas. Les portes se sont fermées et je me suis retrouvé seul. Tandis que l'ascenseur descendait,
mon reflet m'observait depuis la paroi miroitante. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu quelqu'un que je respectais. Pas parce qu'elle avait pardonné, pas parce qu'elle avait tout réparé, mais parce qu'elle s'était enfin choisie. Dehors, la pluie tombait toujours. Mais cette fois, elle ne semblait pas lourde, elle ressemblait à une purification, à un nouveau départ. Je suis sorti dans la rue, ma valise à la main, et j'ai marché vers le taxi qui m'attendait au bord du trottoir. L'Islande pouvait attendre encore un peu. Ce soir, j'avais juste besoin du vent sur mon visage, du murmure de la ville, et de l'écho d'une porte que je n'aurais plus jamais à rouvrir. Et peut-être que demain, un nouveau chapitre s'écrirait, avec ma propre encre, sur des pages que personne d'autre ne pourrait déchirer. Parce que cette fois, l'histoire m'appartenait.